Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dimanche prochain à 21 h, nous clôturons notre série de conférences. Après Henri Joyeux, France Guillain, Pierre Rabhi, Serge Marquis et Irène Grosjean, nous accueillerons comme d'habitude un conférencier hors pair, incontournable de l'alimentation saine. Pendant 6 semaines, je vous aurai proposé à travers ces conférences un autre regard sur notre santé, un regard plus naturel, moins médical et moins chimique et toujours plus humain. Et j'espère que cela vous aura plu. Alors en attendant la conférence de dimanche, je vous propose de revoir des morceaux choisis des 5 semaines précédentes et je vous dis à dimanche 21 h. Bye bye. Je pense que l'agriculteur, l'apiculteur peuvent être les premiers acteurs de notre santé. Et je mettrai l'apiculteur avant même l'agriculteur. Parce que tous les petits mots, nous allons le voir, de la vie courante, peuvent être traités par les produits de la ruche. Et parce que aussi l'agriculteur, il peut être le premier acteur de ma santé. S'il me donne un produit plein de pesticides, je serai malade. Qu'est-ce qu'il y a dans le miel? Eh bien, dans 2 types de miel que sont acacia et châtaignier. Et nous sommes ici en Périgord et j'ai vu des châtaigniers partout. Eh bien, vous avez du très bon sucre qu'on appelle le fructose. Et ce fructose, vous avez jusqu'à la concentration de 60%, excellent pour notre système nerveux central. On a paramétré le taux de vitamine D tellement haut que les gens se retrouvent au-dessous, alors il faut absolument en apporter sous forme d'UV-dose. Mais nous sommes comme la cigale et la fourmi, c'est-à-dire que l'été, quand il y a du soleil, pendant plusieurs mois, nous prenons et nous captons par notre peau de la vitamine D que nous fabriquons. 90% de notre vitamine D, c'est grâce au soleil. Et ce que nous préparons l'été, ben c'est pour l'hiver. C'est la cigale et la fourmi. Et quand je vois récemment, j'étais au Maroc pour des conférences, et que là-bas, on me fait croire que les Marocains manquent de vitamine D, ils ont le soleil le jour, la nuit, comme nous à Montpellier. Par contre, je leur ai démontré par A plus B qu'est-ce qu'ils étaient contents, et on a bien rigolé, que j'étais totalement opposé à la burqa. Évidemment. Parce que la femme qui est grillagée ne prend pas le soleil et qu'elle peut être en carence de vitamine D. Plutôt que de donner des hypnotiques, des somnifères et des anxiolytiques qui fait qu'on vous transforme en légumes. Aujourd'hui, on sait de manière absolument certaine, c'est prouvé depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, que tous les produits pour le psychisme des psychiatres peuvent être utiles pendant effectivement quelques mois quand il y a des risques importants. Mais autrement, ils ne sont pas nécessaires. Ils augmentent les pertes de mémoire. Ils augmentent les risques de Parkinson ou d'Alzheimer. À la fin de la journée, avant de se coucher, on se couchait vers 8 h du soir, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça, donc on devait prendre notre température rectale. Et si elle était le soir de 37 ou de 37,1 ou de 37,2, on nous faisait écrire ça dans nos cahiers, hein. Eh bien, on devait se rendre à l'hôpital pour faire un contrôle des poumons parce qu'on était jugé être en état inflammatoire aigu parce que le soir, en fin de journée, on avait 37,1 ou 37,2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la précision de la chose. Et 2 de mes camarades de classe ont été détectés en primo-infection des poumons grâce à 37,1, 37,2, 3 soirs d'affilée. Ah oui, et puis ils ont montré que ça fait monter la sérotonine de façon spectaculaire et eux, ils disaient jusqu'à l'euphorie. Or, énormément de gens sont en déprime tout simplement parce qu'ils manquent de sérotonine. Et la sérotonine, rien qu'en faisant baisser la température interne, déjà, on la fait monter de façon très nette. Tous les gens qui ont travaillé sur le cru le savent, le docteur Lilian Le Goff l'a bien expliqué, ça. Quand on mange des aliments crus, le cerveau reconnaît les molécules et il sait les traiter tout de suite. Donc, tout va bien. Mais dès qu'on fait cuire un aliment, je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit manger que cru, mais je vous dis comment ça se passe dans le corps. Eh bien, quand on fait cuire un aliment, le cerveau ne reconnaît pas tout de suite les aliments. Et au début, il peut avoir peur
Et il a peur parce qu'il surveille notre santé. Il se demande qu'est-ce que c'est que cette molécule qu'il ne reconnaît pas. Ça peut être quelque chose de nocif. Donc, il fait monter les globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes, comme si c'était une invasion microbienne. La deuxième chose, c'est l'oxydation. L'oxydation, c'est... Je vais vous donner un exemple. Vous buvez du thé. Le thé, c'est de l'eau, et dans le thé, il y a du fer. Donc l'eau, c'est H2O, hydrogène, oxygène. Tout le monde sait ça? Ça va? Personne n'est perdu là? Donc, on a de l'hydrogène, de l'oxygène et du fer. Quand on boit le thé, l'eau du thé frotte contre l'œsophage. Et à la friction, il se décroche des hydrogènes et des oxygènes. Si vous avez du mal à imaginer ça, je vais vous donner un autre exemple qui va vous permettre de comprendre pourquoi l'hydrogène et l'oxygène se décrochent. Le fameux progrès destiné à libérer l'être humain, moi j'ai vu, en travaillant dans les années 50 dans une entreprise de la région parisienne, parce que en plein cœur de la guerre d'Algérie, j'ai quitté l'Algérie, non pas pour fuir, mais parce qu'il fallait que je réalise ma vie ailleurs. Et que, entre-temps, je suis passé de l'islam au christianisme. En passant de l'islam au christianisme par l'intermédiaire de mes parents d'adoption, eh bien, je suis rentré en rentrant dans le christianisme, je me retranchais en quelque sorte de ma civilisation initiale. C'est-à-dire, est-ce que le cerveau lui-même peut maintenant se déconditionner, se décoder par rapport à la vision que nous avons pour aller vers une vision positive, c'est-à-dire où le seul projet qui vaille la peine aujourd'hui, c'est que l'humanité prenne conscience de son inconscience et que cette humanité décide que désormais, il faut aller vers l'unité. Ça veut dire éradication des armements. On consacre beaucoup plus de moyens à la destruction et à la mort qu'à la vie aujourd'hui. Non seulement la vie, on n'apporte pas grand-chose, mais en plus, on la détruit. Par contre, les armes, etc., qui coûtent extrêmement cher, ceux-là, il y a une espèce de servitude de l'être humain à ce principe de destruction. Et tant qu'il restera dans cette servitude de la destruction, évidemment, on ne pourra pas en sortir, voire même qu'il y aura naufrage. Mais quand je dis naufrage, c'est pas la planète. Parce qu'on a l'exemple du Titanic n'est pas bon. C'est l'humain qui s'éradiquera lui-même, comme d'autres espèces se sont éradiquées, mais ont été éradiquées non pas par leur volonté, mais parce que les climats ont changé, les conditions, etc., qui ont fait que leur survie a été impossible. Mais ce qui est dramatique avec l'être humain, c'est qu'il prétend être intelligent, et que dans cette prétention à être intelligent, tout ce qu'il sait faire, c'est au contraire marquer son inintelligence la plus totale. Je ne crois pas qu'on puisse apprivoiser le stress. Je ne crois pas qu'on puisse intégrer à sa vie du sens et du plaisir, tant dans le travail qu'à l'extérieur du travail, si on ne s'arrête pas, si on n'intègre pas ce mot à son vocabulaire. Le travail qu'on apporte parfois avec soi à la maison. Le hamster qui tourne la nuit pour travailler. C'est combien d'heures en moyenne à notre époque? Je n'ai pas inventé ça. Il y a des sociologues qui nous observent. Entre 9 et 10 heures par jour. Je connais des personnes qui quittent à 7 heures le matin, reviennent à 7 heures le soir, ça fait 12, ça. Si on met ça à 10, il en reste combien? 2. Il me semble que ces 10 heures-là, il faut qu'elles vaillent la peine d'être vécues. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à nous arrêter dans cette société? Parce que nous sommes en train de vivre une mutation. Ce ne sont pas des cornes qui apparaissent. Ce ne sont pas des écailles qui poussent. C'est le rapport au temps, T-E-M-P-S, et par le fait même aux autres qui est en train de se modifier. Et ça m'inquiète beaucoup plus que le clonage parce que ça a déjà commencé à faire beaucoup de ravages. Pas avec de la pensée magique, avec des gestes concrets, passage à l'action. La première chose que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années, tout le monde disait « T'es fou, tu feras pas ça, t'es malade. » Je dis « Oui, je vais le faire. Je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie. Je vais réharmoniser mon rapport au temps et aux autres. » La première chose que j'ai essayé de faire il y a plusieurs années au Québec, c'est de faire un effort particulier pour arrêter sur les feux jaunes. Et une grande partie de la souffrance humaine, on se l'inflige à soi-même. Je suis parfaitement d'accord aussi. Et il dit surtout ceci. Une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de non-acceptation de ce qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être d'accord avec ce qui est.
Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire dans l'environnement, le plus tôt possible, il faut que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action, que je passe à l'action, et après être passé à l'action, s'il n'y a rien qui a fonctionné, et chaque mot que je prononce est important, s'il n'y a rien qui a fonctionné... On ne combat pas la maladie. On refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. On ne combat pas l'obscurité. On met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Et je veux faire, et j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqués.